peu autour de jeux vidéo, mais pas que. Donc comment ça va se passer? On va d'abord évoquer des questions qui semblent être de la part de nos experts que je vais bientôt vous présenter, des points intéressants, importants et dans l'air du temps. Et dans un second temps, les personnes qui se sont inscrites pour pitcher leur projet vont faire un pitch très rapide. Je ne sais plus la durée, Ben, la durée du 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes max, et je serai intraitable. Et si possible avec une problématique. Et derrière, voilà, Question, en tout cas. l'idée étant d'avoir une problématique en rapport avec le thème de l'atelier. C'est Et comme chef, hein, on est mieux barre. C'est ça. Je peux demander si je suis censé pitcher? Oui. Ok. Après ces pitchs, on passera dans un mode complètement ouvert où on pourra discuter de tout. Alors après, ça c'est le plan avant la bataille. Hein. S'il y a des questions très pertinentes au milieu de la première partie, ben, on y répondra. Voilà. C'est volitif et ludique. Très bien. Donc nos intervenants du jour, que je connais extrêmement bien. Donc on a Bruno. Alors je vais faire un premier tour et puis après vous rentrerez dans le détail. Donc Bruno Carbonnier, qui est avocat et spécialiste de propriété intellectuelle. J'ai bon. Thomas Lestume, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est comme ça. Ouais. Avocat plus sur les parties droit du travail. Exactement. Voilà. Droit du travail, droit de la sécurité sociale. Ok. Et Eric Hainaut, qui est expert comptable. Tout bon. Tu vas peut-être te présenter un petit peu, nous dire un petit peu Oui, rapidement qui tu es. Moi, je suis avocat depuis 2005 et au sein d'un cabinet à Montpellier, Le Stank et associé, j'en suis associé. Et notre activité est dédiée à la propriété intellectuelle, aux nouvelles technologies de manière générale. Donc l'expertise que je peux vous apporter, en tout cas l'apport que je peux vous offrir aujourd'hui, c'est ce regard de propriété intellectuelle dans vos projets. En quelques mots. Donc moi je m'appelle Thomas Lestume, je suis avocat à Montpellier, donc moi je suis plutôt dans des domaines d'activité qui sont le droit du travail, le droit de la sécurité sociale. Donc ça intéresse surtout les entreprises qui ont déjà un premier salarié, puisque le droit du travail commence dès la première embauche, comme vous le savez. Alors, si je peux présenter un peu la plus-value que peut avoir un avocat, souvent dans l'imaginaire un peu collectif, l'avocat, on va le voir quand on a son premier contentieux. Voilà, vous recevez une convocation devant n'importe quel tribunal, ou vraiment si vous avez un vrai litige avec quelqu'un. Alors, je pourrais vous dire que c'est un peu comme si vous allez voir le médecin quand vous êtes sur le point de mourir. En fait, l'avocat, surtout aujourd'hui et surtout quand on s'adresse à une clientèle plutôt d'employeurs, que ce soit une TPE, une PME, en fait, on a surtout un rôle de conseil en amont et qui permet soit d'éviter le contentieux, soit de pouvoir entrer dans le contentieux justement de la manière la plus favorable. Donc moi, je vous invite fortement, je vous inviterai dans votre vie d'entrepreneur futur, à de temps en temps, pourquoi pas aller consulter un avocat, quelle que soit la matière, dès lors que vous avez un premier litige ou même une première question sur l'organisation donc moi, c'est le droit du travail, plutôt sur une organisation de travail, sur la durée du travail. Donc voilà. Et donc Eric Hainaut, donc je suis expert comptable, j'ai cofondé il y a 20 ans un cabinet qui s'appelle Comcom, et depuis j'interviens un peu partout sur toute la France dans les secteurs culturels, au sens très très large. Ça peut être la photo, la production visuelle, le jeu vidéo, le spectacle, et puis des artistes auteurs, des artistes interprètes en direct, et toutes les problématiques qu'on peut rencontrer par rapport à l'intermittence du spectacle, par rapport au crédit d'impôt, par rapport aux subventions, par rapport à la Maison des Artistes, à la GSA. C'est peut-être des noms qui vous causent et qui vous font souvent peur. Et je publie très très régulièrement plein d'articles sur. Je suis un peu le roi des réseaux sociaux dans la profession, parce que j'ai presque 12 000 amis sur les réseaux sociaux, et je délivre très très régulièrement des informations, des fiches pratiques. Et j'ai créé maintenant il y a 7 ans, donc Bruno en fait partie, un club qui s'appelle le Club TOT, THET, qui est un club national, alors intermittent, spécialisé, interprofessionnel des avocats et des experts comptables, spécialisé dans le domaine culturel. On a une reconnaissance du ministère de la Culture comme structure d'accompagnement des entreprises culturelles. Et on essaye d'avoir une dimension nationale et d'intervenir en binôme un peu partout. Et j'ai la chance d'être à la fois parisien montpelliérain, parce que je suis montpelliérain le week-end et parisien la semaine, et je fais des allers-retours tout le temps. Je suis inscrit dans les 2 ordres des experts comptables, l'ordre de Paris et l'ordre de Montpellier. Voilà. Et justement, Eric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tendances et des questions que tu rencontres le plus en ce moment, pour avoir un petit peu. Et tous les jours sur les réseaux sociaux, hier soir encore un mec m'envoie un mail en disant
je voudrais monter une SAS. Alors il me dit en Irlande ou à Malte, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Alors déjà l'idée, je suis dit direct TRACFIN. Alors ça c'est TRACFIN, c'est le service du gouvernement qui traque toutes les anomalies fiscales et les détournements fiscaux pour pouvoir foutre du pognon de part. Mais bon, c'est vrai que pour en revenir par rapport à son idée primaire, c'est d'un seul coup, sans me dire quoi que ce soit, ce qu'il veut faire, comment, quel est son business model et tout. Premier réflexe, c'est SAS. Donc tout le monde fonce dans la SAS en ce moment ou dans l'auto-entreprise, et pas forcément toujours à juste titre. C'est pas forcément toujours un bon plan. Donc ça, c'est une tendance qu'on repère vraiment. Et quand après, pour ceux qui m'ont vu hier à l'atelier avec Bruno, on vous démontre par A plus B que c'est pas toujours le bon plan d'être en SAS dès le départ. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours intéressant. La deuxième grosse tendance, c'est les slashers. Qui est slasher ici? Voilà. Je suis sûr qu'il y en a qui sont ici, mais les attaques sont slasher. Dexter, le jour il est policier, la nuit il tue des gens. C'est un slasher. Ça, c'est un genre cinématographique où on a des gens qui ont une double casquette, mais qui est assez improbable. Et par exemple, dans la profession, les slashers, c'est quelqu'un qui est par exemple ambulancier la journée et clown dans les hôpitaux le week-end. Ou quelqu'un qui est fonctionnaire et qui fait des pièces de théâtre ou qui danse dans un cabaret le soir. Donc en ce moment, depuis 4 ans, 4-5 ans, en France, on a une grosse problématique avec les slashers. Il y en a 4 millions officiellement, dont 70%, la seconde activité est une activité culturelle. Donc on a une activité lucrative et une activité passion. Maintenant, je repose la question, qui est slasher ici? Dans le sens qu'on en a un peu à côté. C'est-à-dire que vous pouvez être étudiant, fonctionnaire, retraité, intermittent, président d'une association, gérant d'une boîte. J'ai des slashers partout. Ouais. Vous savez, on les reconnaît avec leur petit doigt. David Vincent les a rencontrés un soir. Il y a des slashers partout. Vous sortez un soir, on les reconnaît au petit doigt de toute façon. Ils sont partout. Ils sont partout. Et ça cause des grosses problématiques qu'il faut maîtriser entre compatibilité, cumul, interdiction, droit du travail. Et il peut savoir ce que c'est que des problématiques d'exclusivité et de respect du contrat de travail quand on est à la fois salarié ou fonctionnaire et de l'autre côté on veut faire une autre activité. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? C'est un gros bordel tout ça. Et la troisième, parce que si on me dit faut que tu parles un peu, généralement ça va durer tout l'après-midi avec moi. Non, mais je vais t'arrêter à un moment donné. La troisième chose, c'est qu'il y en a plein qui viennent me voir en disant ouais, j'ai des super idées et tout. Alors, déjà, leur idée, généralement, je l'ai déjà vu toute la semaine parce que tout le monde a les mêmes idées. Et deuxièmement, c'est qu'il y a très longtemps, on disait en France, on a des idées mais pas de pétrole, mais ça continue, on a des idées mais il n'y a pas de pognon. Donc, ils viennent tous me voir en disant j'ai la méga idée du siècle, et ils disent t'as du pognon, t'as du capital. Et ben non, ils n'ont rien. Et aujourd'hui, la Chambre du commerce dit 70% des entreprises meurent avant 5 ans par un problème de pognon et pas par un problème d'activité ni de bénéfice. Et donc les sous-alimentations financières des boîtes, c'est leur mort annoncée. Bruno, donc vous êtes deux avocats avec une spécialisation très différente, mais ce serait quoi la place du droit pour toi dans un projet? Eh bien, merci pour cette question. Alors, c'est vrai que Eric a un point de vue très important à entendre de mon point de vue, un point de vue comptable, fiscal. Quand on lance un projet, notamment dans l'univers du jeu vidéo, il y a un certain nombre de questions à se poser pour structurer votre coquille qui va héberger cette activité. Donc ça, c'est un point de vue. L'autre point de vue juridique, il n'est pas à négliger, j'espère vous en convaincre dans l'après-midi, avec les interventions suivantes. Et l'idée finalement derrière, c'est que vous aurez deux manières de vivre le droit d'une certaine manière. Parce qu'une fois que vous aurez montré votre SAS, ou peut-être pas après avoir écouté Eric, vous peut-être négligerez les autres aspects peut-être un peu juridiques de votre activité. Et j'essaierai de vous convaincre tout à l'heure que ce serait une vraie erreur. Et finalement, vous aurez deux manières de voir le droit. Soit quelque chose, une contrainte qui va s'imposer plus ou moins à vous. Tout à l'heure, je vous parlerai des contrats avec les auteurs de vos jeux. Donc, soit une contrainte qui va s'imposer à vous, au contraire, soit finalement comme un outil de développement au service de votre projet. Et finalement, si je devais peut-être essayer de vous convaincre de quelque chose aujourd'hui, c'est ça, de percevoir le droit comme un outil à votre service, et non pas comme quelque chose d'un peu chiant qu'il faut mettre dans la checklist éventuellement à la fin. Voilà, en quelques mots. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé, enroué. Voilà. Thomas, au niveau, donc on est plus sur les aspects droit social, je dirais, ça. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a eu des petites histoires et il y a des pratiques, qu'on appelle le crunch
en jeu vidéo qui sont des périodes de travail intense qui donnent lieu à des débordements. Il y a eu des actualités autour de ça. Comment du point de vue du patron, on appréhende justement cette gestion de la durée Ouais. des salariés? Alors justement, bon, déjà je vais rebondir sur ce qu'a dit Bruno, parce que c'est ce que je disais en introduction. Souvent les avocats, ça ne va pas être votre premier partenaire. Vous allez avoir l'expert comptable, vous allez monter votre structure, et l'avocat on va le voir vraiment après, parce que vous dites c'est cher, je ne sais pas à quoi ça va me servir. Voilà, là encore, ça peut être un partenaire même dans l'éclosion de votre activité, même si c'est un conseil de temps en temps périodique, qui peut vous éviter des grosses difficultés à terme. Donc quand Ben m'a proposé d'intervenir, je suis allé regarder ce qui se passait dans le monde du jeu vidéo. J'adore le jeu vidéo, mais je ne suis pas un professionnel de ce milieu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu cette année la première grève dans l'univers du jeu vidéo par Eugene Systems, donc, un avocat en droit du travail, l'Aubaine. Donc je suis allé voir quelles étaient les revendications des salariés grévistes. Et effectivement, c'est des revendications qui, pour moi, touchent, si vous voulez, un peu le b.a.-ba du droit du travail et qui sont des choses qui ne sont pas forcément envisagées dès le départ par l'entrepreneur, parce que le code du travail est très compliqué, il y a énormément de formalités, et surtout il est très compliqué pour les petites entreprises, malgré les effets d'annonce, il n'y a pas forcément de simplification. Aujourd'hui, on a un vrai paradoxe entre la complexité juridique pour mettre en place une organisation de travail et la complexité de l'organisation qu'on cherche. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, le contrat roi, c'est le CDI. Ça a toujours été comme ça. Si vous voulez faire un CDD parce que vous avez besoin d'un salarié que pour une période déterminée, donc vous allez faire un CDD, bon, bah, il y a beaucoup plus de règles à respecter pour le CDD que pour le CDI. Le CDI, ça peut être oral, il y a plein de clauses, vous n'avez pas besoin de les marquer dans le contrat. Le CDD, ce n'est pas le cas. Autre exemple, le temps partiel. Vous avez un besoin ponctuel sur un volume d'activité qui est réduit, vous n'avez pas les moyens financiers de payer un temps plein, vous faites un temps partiel, bon bah, si vous n'avez pas de contrat de travail temps partiel écrit avec les horaires de travail mentionnés et plein d'autres clauses donc, que je pourrais préciser, mais dont vous n'avez pas forcément connaissance, vous avez un risque de requalification à temps partiel, à temps plein. Donc ce qui était pour vous un souci d'économie, en fait, devient un vrai risque financier et de contagion, parce que souvent quand on marche bien, on a un salarié, on en a plusieurs. En fait, le problème, c'est que quand on se rend compte qu'on a un problème dans l'organisation, notamment la durée du travail, on a un problème avec tous les autres salariés. Donc comment est-ce qu'on fait pour cacher le problème, pour ne pas se retrouver avec 10 saisines du conseil de prud'homme en même temps? Donc c'est pour ça que j'avais choisi notamment comme sujet la durée du travail et la convention collective. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes de la convention collective, ça vous dit quelque chose? Alors en fait, en droit du travail, ce qui est compliqué avec le droit du travail, c'est qu'on a le code du travail qui est lourd et compliqué avec beaucoup de règles dedans. Et il y a aussi un autre droit du travail qui est spécifique par branche. On appelle ça la convention collective. Donc dans chaque secteur d'activité, par exemple la maçonnerie, par exemple vous avez le secteur sanitaire, bon, vous avez plus de 500 conventions collectives, donc je ne vais pas tous les faire, mais en fait quand vous créez votre entreprise, en fonction de votre activité, on va vous donner un code APE, donc c'est l'INSEE qui vous donne le code APE, et en fonction de ce code APE, vous allez pouvoir voir de quelle convention collective vous dépendez. Normalement, c'est l'expert comptable qui vous l'applique automatiquement. Et donc cette convention collective, c'est un droit qui est complètement autonome par rapport au code du travail et qui en fait résulte de négociations entre les grandes organisations syndicales, donc salariés de votre branche, et les grandes organisations syndicales employeurs. Ce qui fait que vous, en tant qu'employeur, vous avez déjà deux droits à appliquer, le code du travail et le droit de la convention collective. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, j'ai regardé, pareil, quelles étaient un peu les conventions collectives qui s'appliquaient au secteur du jeu vidéo. Donc, je crois que j'ai pris le dernier rapport d'activité du SNJV qui disait qu'il y avait 40% des entreprises. Alors, il n'y a pas de convention collective du jeu vidéo. Du coup, il y a une sorte d'éclatement, alors qui a été majoritairement pour la convention collective des bureaux d'études techniques, donc dite Syntec. Je crois qu'on était à 60%, maintenant on est à 40%. Et après, il y a un éclatement. Donc, il y a des entreprises, elles ont la convention collective de l'audiovisuel. Il y en a d'autres qui ont les conventions collectives des jeux, jouets, etc. Donc ça, c'est le premier point de vigilance, c'est de se demander quelle convention collective vous allez appliquer et de quelle convention collective vous relevez. Parce que dans cette convention collective, il y aura des règles spécifiques qu'il faudra appliquer, dont notamment ce qui fait l'objet de la revendication de la grève de Gen System, c'est le revenu minimal. Par exemple, aujourd'hui, un salarié, le salaire de référence d'un salarié, on dit toujours le SMIC.
Moi, j'ai pas d'employeur qui me dit je veux payer au SMIC. Alors déjà, dans 90% des cas, c'est pas le SMIC qu'il faut appliquer, c'est la rémunération minimale conventionnelle. C'est-à-dire que dans chaque branche, on a les syndicats qui se rencontrent pour tous les ans. Bon, c'est pas tous les ans parce qu'ils ne sont pas pour tout le temps hyper actifs, mais on va dire que tous les 2 ans, il y a une revalorisation des salaires minimaux, ce qui fait que votre salarié, si vous l'engagez demain et que vous le payez au SMIC, vous êtes en risque parce qu'en fait, vous n'êtes pas censé le payer au SMIC, vous êtes censé le payer selon la convention collective. Donc ça, voilà, c'est un des premières règles, des premiers corps de règles à analyser et respecter. Et ensuite, il y a notamment des règles relatives à la durée du travail. Et là, ça devient un peu épineux parce que, encore une fois, chaque convention collective gère un peu ses règles de durée du travail. Ce qui est bien parce que finalement, entre deux activités complètement différentes, on ne peut pas avoir la même organisation. Une entreprise qui fait de la logistique et qui va avoir des activités complètement saisonnières, ou la restauration qui va avoir des grandes périodes d'activité, et une entreprise qui fait, je vais prendre le secteur de la banque par exemple, qui, avec des salariés qui ont un horaire très fixe, on ne va pas appliquer les mêmes modalités de temps de travail. Donc vous avez pour votre branche, dans votre secteur d'activité, une durée du travail qui est censée convenir à votre activité. Ça, il faut le maîtriser, et qui dit durée du travail dit parfois le paiement d'heures supplémentaires, notamment quand vous avez des crunchs. Alors je ne sais pas si vous savez aujourd'hui à partir de quand on paye des heures supplémentaires. À combien? Après 35 heures. Voilà. Donc ça, c'est le code du travail qui nous dit vous avez 35 heures, un salarié travaille 35 heures. Dès lors qu'il travaille plus de 35 heures, vous devez lui payer des heures supplémentaires qui sont majorées à 125%. Vous n'êtes pas obligé forcément de majorer ces heures. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des jours de repos. Alors, je ne sais pas si vous avez. Alors, c'est ce qu'on appelait les RTT. Donc, en fait, tout le monde appelle ça les RTT, sauf que ça n'a rien à voir, mais on continue d'appeler ça les RTT. C'est que vous, en tant qu'employeur, si vous n'avez pas les sous pour payer 4 heures hebdomadaires, par exemple, souvent les salariés font 39 heures, c'est un peu la moyenne de ce qu'on a. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer 4 heures fois 1,25, donc ça fait 5 heures de travail pour 4 heures, vous pouvez lui dire, bah, écoute, à chaque fois que tu travailles 1 heure au-dessus de 35 heures, tu gagnes 1 heure de repos. Bon, ce n'est pas exactement 1 heure parce qu'il faut la majorer, c'est 1h25 de repos. Donc ça vous permet de jongler finalement entre des périodes où le salarié va travailler beaucoup et des périodes où, quand c'est plus calme, il va prendre son RTT, il va prendre une après-midi. Et au final, sur la moyenne, vous lui aurez payé 35 heures moyenne. Donc ça, c'est des systèmes qui existent et qui ne sont pas très connus des employeurs qui débutent. Et sachant que cette période de lissage, elle peut durer sur une période qui peut aller jusqu'à... Alors si votre convention collective le prévoit, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Si c'est vous qui le décidez de vous-même, ça peut aller jusqu'à 9 semaines si vous êtes une petite entreprise. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a une grosse période de travail qui arrive et que vous n'avez pas les moyens financiers de payer tous vos salariés durant cette période de travail, et que vous n'avez pas envie non plus de leur donner du repos pour qu'ils aient 2 semaines de congé immédiatement après la période gratuite, ce que vous pouvez faire, c'est lisser votre temps de travail, c'est-à-dire que vous avez un système qui vous permet très facilement de dire que pendant 9 semaines, on va dire, la durée du travail, vous la mettez à 39 heures, et les 4 heures supplémentaires, alors c'est un mauvais exemple que je vous dis, on va dire pendant un mois, donc sur une période de 5 semaines, pendant un mois, donc 4 semaines, vous allez les faire travailler 39 heures, 39 heures, 39 heures, 39 heures, 39 heures, ils vont avoir 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures en plus, et pendant les 5 semaines qui suivent, vous les faites travailler 32 heures, 33 heures, 31 heures. Bon. Ça permet de lisser, et au final, bon, c'est un peu technique hein, ce que je vous dis, mais au final, ça vous permet de faire des économies et ne pas se retrouver avec un salarié qui travaille, un nombre d'heures incalculable que vous ne pouvez pas payer. Et parce que l'autre problème en droit du travail au niveau des heures sup, c'est que vous êtes censé contrôler, vous, le temps de travail de vos salariés. C'est-à-dire que ça, c'est également très important. Dès lors que vous êtes soumis à un relevé horaire, c'est vous qui êtes censé savoir exactement combien votre salarié a travaillé. C'est compliqué aujourd'hui parce qu'on se retrouve surtout dans des secteurs d'activité comme le jeu vidéo, je suppose, où on a des salariés qui sont peut-être motivés, qui vont un peu poster chez soi, qui vont... Voilà. Ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le code du travail est difficilement adapté pour ce genre de société, ce qui fait que demain, en fait, si vous n'avez pas, vous, de timer, de timesheet qui reprend exactement les heures accomplies par votre salarié, ce sera les heures déclarées par le salarié devant le conseil de prud'homme qui vont faire office de preuve. C'est-à-dire que demain, si vous n'avez pas suivi le temps de travail de votre salarié, vous lui faites confiance. Si demain, vous avez un salarié qui vient avec un agenda devant le conseil de prud'homme, donc son agenda personnel, hein, en disant voilà, je travaille 60 heures, j'ai travaillé 70 heures
que vous ne savez pas et que, comme vous n'avez pas mis en place un suivi du temps de travail, vous ne savez pas exactement dire combien de temps il a travaillé, parce que c'est ça le problème en fait. On sait dire qu'il n'a pas travaillé autant, mais on ne sait pas dire combien de temps il a travaillé parce que vous n'avez pas mis en place le suivi. En fait, on va faire comme on va croire le salarié sur parole, parce que le doute profite aux salariés, notamment en matière d'heures supplémentaires. Donc voilà, donc là encore, c'est un point de vigilance, la durée du travail, donc la convention collective, la durée du travail. Ça n'a pas été trop long. Ouais, Juste avant de continuer, tu as parlé qu'il y a. Tu peux aller Oui, bien sûr. Tu as parlé qu'il y avait plusieurs conventions possibles pour le jeu vidéo, mais du coup, nous, comment on fait vu qu'il n'y a pas de convention collective? Alors, c'est là que c'est compliqué. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez immatriculer votre société. Voilà. L'INSEE, en fait, va vous donner un numéro. Alors que en fait, les informations que vous allez donner à l'INSEE, c'est objet de l'activité, développement de jeux vidéo, etc. À partir de là, l'INSEE va choisir elle-même le numéro, donc qu'on appelle code APE, qui va vous être fixé. Le problème, c'est que ce code APE, alors non, c'est pas le problème encore. Le code APE, vous allez prendre les champs d'application des conventions collectives, parce que chaque convention collective a normalement un champ d'application un peu détaillé qui va dire, moi je fais telle activité, par exemple, code APE du numéro temps au numéro temps. Donc ça va vous permettre de savoir. Le problème, c'est que le code APE, en fait, c'est qu'un indice. C'est-à-dire que parfois, l'INSEE va vous donner un code APE qui, alors code APE, c'est par exemple code 42.3, boulangerie. Code 42.3, boulangerie, pain au chocolat croissant. Voilà, c'est des numéros qui sont un peu spécifiques. Et le problème, c'est que l'INSEE, qui ne connaît pas exactement votre activité, va parfois vous donner un code APE qui ne correspond pas exactement à l'activité réelle que vous avez, ce qui fait que automatiquement, vous allez vous mettre à appliquer une convention collective qui n'est pas la bonne, et vous allez vous retrouver un jour avec un salarié qui vous dit, c'est pas, moi je considère que votre activité, c'est pas cette convention collective, mais c'est l'autre, donc je veux que vous m'appliquiez tous les avantages de l'autre convention collective. Donc ça peut être un problème. Donc comment tu fais? C'est ta question. Tu vas voir un avocat. C'est un expert comptable. Ou un expert comptable. Il y a vraiment un travail à faire entre essayer de définir son activité principale. Alors, son activité principale, c'est celle qui va vous rapporter le chiffre d'affaires. Et il faut aller creuser dans les champs d'application des conventions collectives. Donc, c'est assez simple. Il faut juste réussir à les trouver. Les conventions collectives, elles sont sur le site qui s'appelle Légifrance, ou sinon vos experts comptables, normalement, peuvent vous en fournir. Et il faut juste aller voir le champ d'application pour vérifier que la convention collective s'applique bien à votre activité. Voilà, c'est genre en complément. Non, mais tu verras. Alors, choisir en complément. C'est les 8 premiers mots de l'objet social qui, quand il est saisi au greffe à la création d'entreprise, conditionne le code NAF ou APE. Alors, on disait APE, après on dit NAF, et maintenant on dit ICC, l'indice de la convention collective. Et le problème qu'on a dans le jeu vidéo, c'est que si vous voulez employer des intermittents du spectacle qui vont travailler sur de la capture motion et autres, si vous n'avez pas le bon code APE, donc tous ceux qui relèvent du Syntec, pas d'intermittents du spectacle. Oui, c'est vrai. D'accord? Et donc, moi, parce que le jour, on m'a piégé sur ça, parce que dans la liste des techniciens du spectacle, il n'y a rien concernant le jeu vidéo. J'en ai parlé à mon associé en charge du social, il m'a dit non, on a été voir Ubisoft, ils sont en production du visuel. Et c'est pour ça que ceux qui sont en Syntec, ils font du jeu vidéo, on va dire plutôt du jeu vidéo à plat, programmation, donc on a des informaticiens, mais sur la nouvelle génération des jeux vidéo, ou ce que tu as montré, ou autre, où il y a de la capture motion, on a des vrais comédiens, on a des films d'introduction avant le jeu. Et là, il ne faut pas vous mettre du tout en Syntec, sinon vous ne pourrez pas employer des intermittents de spectacle. Et quand vous allez voir des gens en disant viens tourner pour moi le truc, et tu vas lui dire à la fin je vais te faire une paye régime général de la sécurité sociale, ils vont pas vouloir travailler avec vous, les mecs. Hein. C'est comme ils courent tout le temps avec leurs 507 heures, ça va pas le faire, d'accord? Donc il faut faire attention, les 8 premiers mots de la convention collective, quand c'est marqué production du visuel et multimédia, ça suffit, le multimédia c'est du jeu vidéo. Par contre, si c'est marqué bureau de développement informatique, de jeux, je sais pas trop quoi, bureau d'études de jeux, machin chose, ça on va vous foutre dans le Syntec. Le truc important, je pense qu'il faut, en fait, que c'est pas toi qui décides de ta convention collective, mais il faut que toi tu saches quelle convention collective tu veux, celle qui correspond à tes besoins. Finalement, fais du maintien qu'on s'inspire des autres. Et après, tu fais ton objet et on t'envoie un code. Et ben nous, ça n'a pas loupé. Ils nous ont mis part d'attraction, fête foraine. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Non, mais c'est très important parce que pour les escape games, par exemple, moi, on m'a posé la question un jour, c'est est-ce qu'on applique la TVA des parts d'attraction? Est-ce que c'est du 20% ou c'est du 5,5 ou du 10%? Et c'est un problème de convention collective, d'activité. Comme c'est des métiers nouveaux, ça ne rentre pas dans les cases. Le jeu vidéo, pourquoi il n'y a pas véritablement de convention collective, il n'y a pas véritablement de code NAF approprié à ça? C'est parce qu'ils n'ont pas remis à jour leur tablette. Et les escape games, c'est un vrai problème sur la TVA. Hein. D'accord. Ils sont considérés comme part d'attraction.
Mais, Donc, ouais. donc voilà, D'accord. en gros, faut identifier, alors tu te fais conseiller, tu vérifies par rapport à tes besoins, tu vois quelle convention tu cibles, tu fais un objet qui a l'air cohérent, tu espères que c'est bon, et si c'est pas bon, bah, tu fais corriger parce qu'il le corrige. Et c'est dans les premières choses Ouais. que tu vas faire à la création Et de quand ta j'ai des société. doutes, je demande de voir quel est ton principal concurrent Oui. et de voir qu'est-ce qu'il lui a appliqué. Parce que souvent, bah, toi, tu as eu la mauvaise convention, donc du coup, tu vas changer pour avoir la bonne. Donc, quand tu as une boîte qui existe depuis un certain nombre d'années qui fait le même métier que toi, déjà, on peut s'inspirer de ce qu'elle a fait et dans son objet social. Parce que moi, des gens qui viennent me voir en disant bah, nous, on fait que du drone, on fait que ci, on fait que ça, c'est des métiers, j'ai rien, ça rentre dans les cases. Ben, je vais voir les autres, ce qu'ils ont déjà fait, et puis par expérience, ben, on voit si ça passe ou ça passe pas. Ok, donc Voilà, si je après, résume, c'est en fait on regarde quelle convention collective nous convient le mieux pour nous. Après, ensuite, on adapte son objet pour le déposer à je sais plus quel organisme pour avoir le. L'INSEE. Non, tu déposes C'était pas, pas- c'est non, mais c'est c'était plus pour conformité des pour entreprises l'activité. qui crée l'entreprise, qui va basculer par des liasses auto-carbonées, mais maintenant c'est par informatique. Elle envoie à l'INSEE de quoi t'attribuer ton code NAF. Oui, non, mais on est obligé de dire quand même qu'est-ce qu'on fait. Et dans les statuts. Oui, dans l'objet social de la société. Oui, dans l'objet social. Dans les statuts, tu as une case qui s'appelle objet social. Et il suffit que tu marques création d'un lieu de jeu, machin chose et tout, pour qu'il rentre en parc d'attraction. D'accord, mais c'est ça, en fait. Alors En qu'il aurait dit adaptant production l'objet du- social, on peut choisir la convention. Ouais. Oui, C'est les mots, c'est une question de mots. En fait, c'est une problématique qui est c'est bien de l'envisager en amont de ta création d'entreprise. Parce qu'une fois que tu auras créé ton entreprise, toi, ton code PE, APE, tu disais est-ce qu'on peut appliquer volontairement. En fait, la convention collective qui correspond à ton activité, tu es obligé de l'appliquer. Et si tu l'aimes pas et que tu vas en appliquer une autre, le problème c'est qu'on te dit ah bah tu peux. Mais par contre, tes salariés, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un salarié qui va pouvoir avoir les avantages à la fois de celle que tu vas appliquer et à la fois de celle qui t'applique Et la synthèque, que tu elle est pas appliques cool, hein. obligatoirement. La Syntec, notamment, Elle est pas le cool, forfait hein. jour, je ne suis pas rentré là-dessus, mais il y a des vraies difficultés, notamment en termes de durée de travail, elle n'est pas du tout adaptée. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est très bien d'avoir une réflexion en amont, de prendre un peu les deux, trois. Donc, vous pouvez prendre donc moi c'est ce que j'ai fait, hein, vous tapez SNVJF, je crois qu'il y a un rapport d'activité qui a pris par pourcentage les conventions collectives qui étaient appliquées par les entreprises du secteur. Donc il y a Syntec, il y a celle du jeu, il y a audiovisuel. C'est bien de regarder un peu. Alors, tu peux te faire conseiller par ton expert comptable parce que c'est une analyse que tu vas pas forcément avoir toi en tant qu'entrepreneur parce que tu sais pas encore exactement tout ce que qu'est-ce que ça veut dire, les salaires minimums, la durée du travail. Notamment, ce qu'il disait, c'est vrai, c'est que en fait, la convention collective, c'est des obligations, mais c'est aussi des possibilités. Par exemple, si tu veux faire un CDD d'usage, parce que tu veux faire des intermittents, etc., il faut que ta convention collective le permette. Si tu vas avoir des forfaits jours, c'est-à-dire des salariés où tu n'as pas à contrôler leur nombre d'heures de travail, dans une même journée, ils peuvent travailler 10 heures comme 2 heures, donc c'est hyper utile pour toi, il faut que ta convention collective le permette. Donc, il y a une sorte de benchmarking à faire au départ entre les conventions collectives et justement après, s'il y a une convention collective qui, tu vois que tu as une activité qui pourrait correspondre à son champ d'application, bah, à toi de rédiger un peu ou d'orienter un peu ton activité ou la façon dont tu veux le faire pour correspondre à la convention collective. Ça, Et il n'empêche que c'est pas parce que tu relèves de la convention collective où il y aura des intermittents du spectacle que le back-office permanent de l'entreprise ne sera pas payé dans le régime normal. Et eux, ils seront au régime général. Et après, c'est tous les intervenants extérieurs qui seront en CDD d'usage en intermittent. Tu paieras sur ce mode-là, mais du coup, tu pourras avoir la matière première qui te sera interdite si tu relevais de la convention du Syntec. Ok. D'accord. Ça, c'est très important. Et pourquoi on n'a pas encore créé de convention collective pour les Parce que c'est trop récent. Alors, Trop récent. en fait, déjà, il y a le fait que c'est un secteur d'activité en soi qui est récent. Et après, c'est un peu ce qui a, bon, c'est mon avis, c'est un peu ce qui a insufflé cette politique aujourd'hui où on essaye d'un peu de squeezer les syndicats. C'est que pendant longtemps, il y a eu beaucoup de conventions collectives, mais qui étaient un peu mortes. C'est-à-dire que normalement, une convention collective, c'est censé être des négociations annuelles entre les différents syndicats. Et il y a beaucoup de conventions collectives, en fait, le milieu syndical, ça bougeait pas trop. Donc, c'est pas peut-être que ça va se redynamiser maintenant qu'il y a un peu un sursaut, mais voilà, c'est pas. C'est... Souvent, ce qui se passe d'ailleurs dans une Sinon- profession qui commence à naître, ce qui s'est passé par exemple dans le crowdfunding, c'est qu'il y a une première société, une deuxième, une troisième, puis à un moment donné, il y a beaucoup de sociétés, elles créent une espèce d'association, une fédération nationale Ouais. et tout, et puis après, eux, ils vont faire du lobbying Ouais. pour monter au gouvernement, Ouais. pour dire maintenant, il nous faut Oui. une convention collective Parce qu'il y a pour protéger nos salariés. Donc le syndicat du jeu, normalement, C'est ce que fait le ça devrait être leur rôle. Voilà. Et le SNJV Et ça est en prend train des années de- à monter une Mais ils ont convention. l'air assez avec actifs, Syntec ils ont l'air assez actifs, pour, ouais. pour modifier la convention collective digitale ou numérique, je ne sais plus exactement le nom.
et pour amender et mettre plus de choses qui soient dédiées aux jeux vidéo, en tout cas au sein de cette convention, et pas d'en créer une nouvelle. Et ça prend du temps. Ouais, ça Mais prend, ça ça prend peut prendre du 10 temps. ans. Ça peut prendre 10 ans, je Et pense. pour rentrer dans la technique, en plus, vous pouvez faire une convention collective, mais après, il faut qu'elle soit, on appelle ça étendue. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement, en fait, dise cette convention collective, ok, on l'applique à toutes les entreprises. Voilà. Il y a Donc, tout un formalisme extrêmement. C'est pour ça que moi, je pense que ça prend 10 ans pour faire une convention qui part de zéro. On a vraiment, si on voit le cycle du produit du jeu vidéo, on est en bas, hein, on est en phase de décollage, on n'est pas du tout en phase de maturité, de déclin. Donc c'est encore trop tôt, il n'y a pas encore assez de recul. Il faudrait aussi qu'il y ait des arrêts de jurisprudence nombreux en droit du travail par rapport aux jeux vidéo pour un peu cibler où est-ce qu'il faut faire attention et sécuriser les choses. Et il n'y a pas encore tant de dossiers que ça. On est en balbutiement, entre guillemets. non, parce que les grosses problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, c'est les temps de travail. Parce qu'en plus, maintenant, il y a les barèmes Macron qui. En fait, quand vous êtes un salarié aujourd'hui, vous faites licencier comme un malpropre. Vous pouvez aller devant les prud'hommes, mais en fonction de votre ancienneté, maintenant avec les barèmes de Macron, ça peut ne même plus être intéressant d'aller au prud'homme. Vous allez payer plus cher l'avocat que ce que vous allez obtenir. Donc, il y a une sorte de déplacement du contentieux. Quand vous allez voir un avocat, il va moins regarder votre licenciement. Il va se dire, ah, mais attends, montre-moi un peu comment tu travaillais, etc. Donc, je pense qu'il y a une sorte de déportation du contentieux vers le temps de travail, les heures supplémentaires, etc. Donc, voilà. Et Donc, n'oubliez pas dans vos objets sociaux également de prévoir l'avenir en disant le jeu vidéo, mais ça peut aussi déboucher sur la production d'un film qui n'a rien à voir avec le jeu, mais qui a comme support l'histoire du jeu. Et puis aussi la production d'objets dérivés, que ce soit du textile ou des petits personnages et des jouets. Et il faut le prévoir dans la convention collective parce qu'après il y a des problèmes de responsabilité si ce n'était pas prévu dans la convention collective. Donc on voit le système d'entonnoir inversé. On prend le départ production du visuel multimédia. Après, on ouvre vers tous les autres secteurs pour terminer par une phrase un peu pipeau qui dit ainsi que toute opération immobilière et financière se rattachant directement ou indirectement à l'objet social. Et comme ça, on est tranquille. J'ai ça dans l'objet social. Mais ça, bon, cette phrase, elle ne veut pas grand-chose. Elle veut pas dire grand-chose. Mais on a des cas de jurisprudence qui sont intéressants sur les objets sociaux. J'en ai un que je l'aime bien parce qu'il est assez fun comme truc. C'est un mec qui fabriquait des robes de communion. Et il se trouve qu'il était dans un petit village et il allait les livrer à Paris, dans le quartier religieux, enfin du côté de Saint-Placide, Saint-Sulpice, je sais plus quel, Saint-Sulpice. Il y a beaucoup de boutiques catho où on vend des objets comme ça pour les petites communions. Et il en profitait pour les gens de son village, amener à Paris chez les distributeurs du miel, de la confiture et tout. Il a un accident de voiture et l'assurance refuse de rembourser sous prétexte qu'il ne transportait pas que l'objet de son travail dans son objet social. Il a réussi à démontrer que dans son objet social, il y a marqué aussi ainsi que tout transport de biens. Et du coup, l'assurance a été obligée de payer. Mais après, il a fallu aller en justice pour faire valoir ça. Et on a un autre cas assez marrant, c'est une société de dépannage de machines à café qui dit oh, la machine c'est trop compliqué à réparer, je l'emmène dans mon camion, je la réparais à l'atelier. Sauf que là, dans son objet social, c'était dépannage et pas transport de d'appareil. Et donc eux, ils ont perdu, ils ont été obligés de rembourser et l'assurance n'a pas couvert. Donc c'est pareil, s'il y a un jeu vidéo, s'il y a une attaque, s'il y a une contrefaçon et tout, alors que c'est pas prévu dans l'objet social qu'on doit sortir des petits objets dérivés et tout ça, ben on va se faire attraper parce qu'on n'aura pas prévu tout ça. Donc les avocats peuvent le dire. Le texte, le vocabulaire, la forme, les contrats, tout ça c'est super méga important. Et l'objet social, il est vraiment faut faire attention de ce qu'on met dedans. Pendant qu'on est là sur la phase de l'initiation de la création de la société, on a parlé un petit peu des SAS et de la mode autour des SAS. Moi j'ai une SAS, je sais pourquoi. Mais effectivement. Non, toi tu penses que tu sais pourquoi? Non, j'ai pris des conseils, qui ont fait que j'ai choisi ce statut. Et donc c'est. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me parlent de SAS, moi aussi. C'est politique, il faut remonter à une petite histoire, l'histoire d'Hollande. Quand Hollande est arrivé au gouvernement, avec la problématique des retraites à l'époque, qui est toujours en frayeur auprès de tout le monde, en disant quel est l'avenir de nos retraites, il s'est rendu compte que plein de gens montaient des boîtes et ne se payaient absolument pas sur les boîtes et se payaient 100% en dividendes et donc ne payaient pas de charge sociale dessus, ne payaient que la CSG et après l'impôt sur le revenu. Il a voulu motiver les gens à se payer des rémunérations et à payer des charges sociales et en même temps à laisser aussi du pognon dans la boîte en faisant de l'autofinancement. Et donc il a décrété une loi à l'époque, enfin quand je dis il, c'est le gouvernement Hollande, qui dit que toutes les personnes qui se versent un dividende supérieur à 10% du capital de la société doivent payer les charges sociales comme si c'était une rémunération. Moyenne d'un capital social en France, entre 3 et 5 000 euros. C'est-à-dire que 10% c'est 300-500 euros. Et de verser 500 euros de dividendes, c'est ridicule. Les mecs qui voulaient se payer 15 000, 20 000 euros de dividendes par an. On leur a dit, bah, je m'en fous, sur les 15 000 euros de dividendes que tu te payes, je fais 15 000 moins 500 euros égale 500 euros normal en dividendes. Le reste, c'est que ce sera soumis aux charges sociales comme si c'était une rémunération. Et quand le gouvernement a pondu cette loi, en plus on était en pleine crise du RSI, tout le monde a entendu parler du RSI, hein. Le RSI, la bête noire du gouvernement, et
ils ont oublié, alors personne ne saura jamais si c'est volontaire ou involontaire, ils ont oublié d'appliquer ce texte à la SAS. Ils ne l'ont appliqué que à la SARL. Ouais. Et donc tout le monde, et les avocats en premier, sans les critiquer, ils ont foncé tout le monde en disant allez tous vers la SAS, c'est super, vous allez pouvoir continuer à vous payer comme avant. Eux, ça leur a permis de facturer des honoraires de transformation. Et le problème, c'est que les gens à l'arrivée, ils se sont rendus compte, FBI, c'est que les rémunérations d'un président dans une SAS par rapport à la rémunération d'un gérant dans une SRL n'étaient pas soumis à 40% de charges sociales, mais à 75% de charges sociales, puisque c'était un salaire. Et donc, c'était pas le bon plan de faire la SAS pour ça. Par contre, la SAS est utile, parce que oui, la SAS, c'est la seule où, quand on a des actionnaires, on peut faire un pacte d'actionnaires, et on peut créer une distorsion entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir de direction, et que du coup, on peut faire rentrer des investisseurs sans qu'ils nous emmerdent par la suite. C'est, tu donnes ton pognon, on va t'en rendre en dividende, on va t'en rendre sous forme de reprise des parts à la sortie dans 5 ans ou le retour sur investissement, mais en attendant, tu nous fais pas chier dans la gestion de la boîte. C'est filmé, je dis des gros mots, c'est ça? C'est pas grave, j'assume. Donc, il faut vraiment prendre ce cheminement de la SAS. Pourquoi? Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu un papier il n'y a pas très longtemps, en début de l'année, comme le RSI a disparu, maintenant il s'appelle le SSI, mais c'est rigoureusement la même chose, hein, c'est un habillage différent, c'est du marketing. Ils pensent que maintenant la SAS va baisser en termes de création et que les gens vont se rabattre à nouveau vers la SRL. La SRL, c'est très intéressant pour les TPE, PME, mais si tu, je sais pas, si je connais pas ton business model, si tu fais rentrer un investisseur ou autre et tout, SAS, il n'y a pas de photo, d'accord? Il y a un dernier choix, pourquoi on doit utiliser la SAS plutôt qu'une SRL. Si j'ai un entrepreneur qui vient me voir, et c'est le cas d'aucun d'entre vous ici, qui a 55 ans, qui a été salarié toute sa vie, qui s'est fait virer et qui veut monter une structure, si je le mets en SRL, je lui change son régime social jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle, et je lui dis, excusez-moi, mais niquez sa retraite. Si je le mets en SAS, comme je continue à le payer sous une forme régime général de la sécurité sociale, eh ben, je lui maintiens son niveau de retraite. Mais il n'y a personne qui a plus de 55 ans là. Non, on dira rien. Dans 5 ans. D'accord? Vous avez compris, la mode de SAS, c'est vraiment, il faut le prendre comme un outil, et c'est une mode qui n'est pas toujours justifiée. C'est comme les auto-entrepreneurs, parce que on en a parlé, les auto-entrepreneurs très très à la mode, 1 million d'auto-entrepreneurs en France, on dit micro-entrepreneurs maintenant, 500 000 actifs, chiffre d'affaires moyen annuel d'un auto-entrepreneur en France, 5 000 euros, donc autant dire c'est des clopinettes. On dit que les taux de charge sociale sont supérieurs, c'est 22%, sauf que c'est 22% du chiffre d'affaires et non pas du bénéfice. C'est-à-dire que quand on crée son activité, on achète du matériel, on a des dépenses, on a des locaux et tout. Tout ça, c'est pas déductible. Si on a des déficits, je pense que tu vas faire des déficits peut-être la première année. Oh oui. D'accord? Parce que c'est le business model de toute start-up ou autre, c'est cramer du pognon pendant un certain temps avant d'avoir le retour. Et bien ce déficit, si tu es en auto-entrepreneur, il est imputable sur rien du tout. Il est perdu. Tu es même imposé alors que tu vas perdre de l'argent parce que tu es imposé sur ton chiffre d'affaires. D'accord? Donc c'est une bêtise. L'auto-entrepreneur, ça peut être intéressant pour tester son marché, pour se lancer en parallèle quand on est encore salarié. Mais le gouvernement, si vous écoutez tous les discours du gouvernement, c'est une entreprise, l'auto-entreprise. Non, non, c'est pas une entreprise. Prenez-le comme un test temporaire. Donc c'est les deux modes qui peuvent être critiquables ou alors il faut les utiliser à bon escient. Et donc sur une petite structure, je pense pas qu'il y ait de grosses, d'énormes sociétés dans Il y a l'audience. des grosses ambitions, mais pas encore de Voilà, mais grosses c'est pas tout de entreprises. suite. On a parlé d'auto-entrepreneur, de la SAS, de la SARL, rapidement. C'est les trois ou il y en a d'autres? Non, il y a aussi une autre mode. Pour moi, je la déconseille totalement dans le jeu vidéo et la production visuelle, c'est l'association et la scope. Alors la scope, pourquoi pas, mais pourquoi il y en a qui veulent faire des scopes là? Non, mais j'ai très bien. D'accord. Donc l'association, hier par exemple, et Bruno, il y en a qui sont témoins, hein, quelqu'un nous dit, nous on est artistes, on fait des œuvres d'art et tout, on a monté une association. C'est-à-dire que tout le patrimoine artistique qu'ils sont en train de créer appartient à l'association et ne leur reviendra jamais à eux. Donc l'association, n'oublie pas, c'est pas votre patrimoine, c'est un patrimoine associatif. Et donc il y a des gens qui vont pas s'enquiquiner avec des coûts, parce que tu sais, les avocats passaient pour être chers, mais les experts comptables aussi, hein, ça peut te rassurer. Les gens créent des associations puisque les statuts sont très faciles à faire, les frais de fonctionnement sont simples et tout. Et après, on se rend compte que l'association, on ne peut pas se rémunérer dedans parce que le patrimoine aussi il appartient à l'association. Et c'était une bêtise. Et le gouvernement, il a accordé juste une chose un jour. Il a dit, ben voilà, si vous voulez sortir du cadre de l'association, la seule passerelle que je peux créer, c'est la SCOP. Donc du coup, en ce moment, comme la mode est à l'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup d'assauts qui se transforment en SCOP où là, on peut véritablement se rémunérer. Mais dans la SCOP, après, il y a une autre idéologie, un partage global des choses. On a vu l'autre fois, c'était la fée. Comment ça s'appelle une petite boîte ici qui est une ancienne qui avait travaillé sur Kirikou et qui a une boîte de prod audiovisuelle dans le quartier. La fée d'image, la fée spéciale. D'accord? Donc elle est en SCOP. Mais elle a une idéologie derrière. Elle le fait par idéologie. Tu travailles chez elle? Oui. D'accord. Je ne vais pas dire de mal d'elle, elle est très sympathique. C'est quoi, c'est Virginie? Non, je sais pas comment son prénom. C'est ça, Virginie. Virginie, hein. Donc elle est adorable et tout ça, tout. Elle est très péchue et elle veut sortir du cadre
très très dense de ce qu'elle a vécu avant quand elle était dans la prod, d'accord? Donc elle a fait son burn-out professionnel elle a créé la SCOP parce que maintenant l'idéologie de dire c'est partage total des valeurs. C'est pas forcément ce qu'on a envie dans le jeu vidéo. Il y a un studio bordelais qui s'appelle la Motion Twin qui Ouais. est en scope aussi justement. Et qui fait du jeu vidéo. Qui fait du jeu vidéo. Ouais. Mais par contre, tu essaieras de trouver un investisseur qui te mettra 15 millions sur la table pour développer un jeu vidéo. Sûrement qu'ils sont bien. Ils s'en sont sortis, disons, mais il y a eu des moments de. Et ils ont des investisseurs? Non, je crois pas. C'est après le problème de l'avenir, c'est l'investisseur. Le jeu vidéo, toutes ces nouvelles activités sont très très consommatrices de pognon. On disait dans les thèmes qu'on a abordés, c'est le nerf de la guerre, le pognon. On va peut-être laisser parler Bruno aussi, c'est quand même. Ouais, mais j'attends que tu finisses en fait. Le nerf de la guerre, c'est le pognon. Et le jeu vidéo, c'est très très consommateur. Et puis, c'est comme même dans le jeu classique, parce que moi j'ai aussi des sociétés de gens qui font des jeux classiques papier à l'ancienne. Et moi j'ai un mec qui est chez moi, il a fait 50 jeux dans sa vie, il a un jeu, ça fait 10 ans, il fait toujours entre 4 millions et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis 10 ans sur un jeu, tous les autres jeux, il n'y en a aucun qui a marché. Ben, le jeu vidéo, c'est pareil. D'accord? J'espère que vous en aurez plein qui marcheront, mais aujourd'hui, les entreprises de jeux vidéo qui débutent, combien de temps il faudra qu'elles attendent avant qu'elles aient un succès mondial qui leur permettra d'épurer tout ce qu'elles auront tramé avant? Et les gens qui ont confiance en eux, qui mettront du pognon sur la table pour un avenir qui est assez improbable, on ne sait pas. Moi, dans mon bureau, il y a une statue de maître Yoda pour dire que des fois, quand j'ai pas les solutions, on va lui demander parce que il y a un grand maître de Yoda qui fait 80 cm de haut, parce que des fois, j'ai pas les réponses. Là, on me demande de faire un prévisionnel sur 10 ans. Vous y croyez? Déjà à 3 ans, c'est risqué. Hein. C'est pour un renouvellement d'une licence un peu compliqué. Et on me demande, pour faire le truc, parce qu'il y a des grosses négociations, on me dit, voilà, au moins un prévisionnel à 10 ans. Je vais le faire, hein. Mais voilà. Eric, on va arrêter là. Ouais, c'est bon. Là, tu parlais justement de la rémunération des jeux sur des longues périodes, etc. Donc moi, j'entends un peu droit d'auteur et tout ça. Et sur ces aspects-là, comment ça se met en place la protection des créations qu'on réalise dans cette société? Oui, alors, moi, vous avez compris, j'ai un point de vue un peu différent de mes chers collègues, puisque mon point de vue, c'est celui de la propriété intellectuelle. Et finalement, vous avez créé votre coquille, vous avez fait un choix, SCOP, pas SCOP, SAS, vous avez fixé la durée de travail des personnes qui collaborent à votre activité, salariés, indépendants. On sait que dans l'univers des jeux vidéo, il y a des intervenants qui peuvent avoir des statuts quand même très différents. Il y a le gérant de la structure, évidemment, mais il y a aussi éventuellement ses salariés. Et on peut recourir à des freelances, des indépendants. La question finalement qui peut se poser, que j'aimerais traiter avec vous, c'est finalement quel est le statut juridique de votre création pour vous éveiller à quelques problématiques et aussi poser aussi des solutions qui peuvent se présenter. Vous savez, donc on est dans le jeu vidéo ici. Le jeu vidéo, c'est une création intellectuelle qui va être protégeable par un droit de propriété intellectuelle. Schématiquement, ce qu'il faut retenir, c'est que la propriété intellectuelle, elle a vocation à protéger différentes sortes de créations. Vous avez d'un côté les créations artistiques, littéraires, qui sont protégées par le droit d'auteur. Et ensuite, vous avez tout un pan de la propriété intellectuelle qui va avoir vocation à protéger le nom d'un produit par une marque, l'apparence d'un produit par un dessin et modèle, ou les inventions autour du produit qui vont être protégées par un brevet. Quand on est en présence du seul jeu vidéo, si on se focalise sur cette création-là, on est sur le terrain du droit d'auteur qui va protéger cette création. Et alors là, probablement vous avez été un petit peu sensibilisé sur la question, mais ça fait un peu de la même manière que la convention collective. Tout à l'heure, vous demandiez, est-ce qu'il n'y a pas une convention collective dédiée aux jeux vidéo? Là, est-ce qu'il n'y a pas un statut juridique du jeu vidéo? Et ça fait des dizaines, voire beaucoup plus, depuis longtemps, que l'on s'interroge sur le statut juridique du jeu vidéo. Et aujourd'hui, la réponse est qu'en définitive, il n'y a pas de véritable statut juridique. Mais il faut comprendre où on en est aujourd'hui. Le jeu vidéo, finalement, c'est une œuvre plurielle. Autrement dit, si on décomposait ce qu'est un jeu vidéo, il y a une dimension logicielle, évidemment,
mais pas que. Il y a une dimension graphique, il y a une dimension sonore, et la musique est particulièrement importante dans le jeu vidéo. Et alors, quand on s'est posé la question de savoir comment finalement faire rentrer cette création dans le monde du droit d'auteur, on a voulu faire rentrer cette création dans les cases existantes. C'est le réflexe finalement le plus classique. Et c'est là où, pour vous permettre de comprendre la situation, il faut poser deux petites idées. Euh, quand on est, quand on crée une œuvre, finalement, il y a différents processus de création. Il y a en droit ce qu'on appelle le premier processus, c'est l'œuvre collective, où finalement, qui est créée à l'initiative d'une personne, physique ou morale, surtout morale, et qui va demander à un certain nombre d'intervenants d'apporter telle ou telle contribution en vue de créer une œuvre. Ça, c'est le premier processus de création. Le second, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de collaboration, où là, chaque intervenant a un projet créatif. Restons dans le jeu vidéo, par exemple le musicien, par exemple le designer, par exemple l'informaticien, vont concourir ensemble en apportant chacun leur apport pour créer le jeu vidéo. Suivant si on se trouve dans la première hypothèse ou dans la seconde hypothèse, on va être sur un régime juridique très différent. Œuvre collective, c'est le régime juridique le plus simple, c'est que finalement tous les droits de chacun vont être dévolus automatiquement à la personne morale qui a pris l'initiative de l'œuvre. Du coup, finalement, en termes de gestion des droits de chacun, c'est super simple. Deuxième hypothèse, œuvre de collaboration, en définitive, le jeu vidéo va être la propriété commune de tous les co-auteurs, et donc il va falloir s'entendre entre nous parce que c'est notre propriété commune. Et c'est là où peuvent survenir finalement quelques difficultés. On va voir qu'on peut les surmonter. Donc le juriste, il avait le choix en définitive entre ces deux possibilités, œuvre collective, œuvre de collaboration. Le fait est qu'aujourd'hui, après de nombreuses, en tout cas quelques décisions de jurisprudence, on a refusé finalement la qualification d'œuvre collective. Et on est aujourd'hui sur une qualification d'œuvre de collaboration. Et vous avez allez voir sur Internet, c'est une célèbre affaire, enfin célèbre, dans le milieu des jeux vidéo, qui concernait, j'en ai parlé hier, mais qui concernait Frédéric Rénal, qui est un auteur qui avait développé toute la partie logicielle d'un logiciel, d'un jeu vidéo diffusé dans les années 90 qui s'appelait The Alone in the Dark. Voilà. Et donc qui a donné lieu à une décision intéressante et récente, puisqu'elle date de 2016, cette décision. Et donc Frédéric Rénal reprochait à Infogrames, racheté ensuite par Atari, lui reprochait d'avoir contrefait ses droits sur le jeu vidéo. Et dans cette décision, qui est en libre accès, tapez sur Internet, Frédéric Rénal, tribunal de grande instance 2016, vous retrouverez la décision. Et dans cette affaire, se posait la question de savoir qui avait les droits sur quoi. Et Atari, qui représentait Infogrames, puisqu'ils avaient racheté la boîte, disait pas de souci, œuvre collective, le jeu vidéo est une œuvre collective. Du coup, du fait de ce régime juridique que je décrivais tout à l'heure, tous les droits sont dévolus automatiquement à l'employeur. Donc Atari disait circuler, il n'y a rien à voir. Non, le tribunal a rendu une décision en 2016, donc il n'y a même pas 2 ans de ça, en disant non, jeu vidéo, c'est une œuvre de collaboration, donc il faut analyser qui a les droits sur quoi. Là, en l'occurrence, Frédéric Rénal avait participé dans ce jeu vidéo au développement logiciel. Parce que, alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo, mais il était très innovant à l'époque, puisqu'il mettait en œuvre des aspects 3D. Donc on lui a reconnu finalement la qualité d'auteur des développements logiciels. Alors là, je m'arrête 3 secondes parce que j'y reviendrai tout à l'heure. On lui reconnaît cette qualité de développeur de l'aspect logiciel. On lui reconnaît aussi la qualité d'auteur de tout l'aspect gameplay du jeu. Et
Euh, le tribunal considère que finalement, Atari, en développant plusieurs séries du jeu, avait porté atteinte à ses droits d'auteur sur le jeu. Et ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est Atari a été condamné aussi pour contrefaçon de son droit moral, parce que en exploitant le jeu vidéo, ils avaient oublié de mentionner son nom. Donc, c'est juste, j'irai pas plus loin sur cette affaire parce qu'on pourra en parler longtemps, mais juste pour vous illustrer la nécessité pour vous, de retenir que en créant un jeu vidéo, vous êtes sur une création de type œuvre de collaboration. Ça, c'est le premier point. Donc, oubliez cette idée qu'on puisse être dans une œuvre collective. On pourra en débattre. Certains, certainement, pourraient militer pour que ça soit une œuvre collective. Juridiquement, aujourd'hui, judiciairement, aujourd'hui, c'est une œuvre de collaboration. Donc, ça va imposer pour vous d'identifier précisément qui intervient dans chaque étape de la création de votre jeu vidéo. Et si on s'arrête 2 minutes là-dessus, sur cette question-là, on va identifier un certain nombre d'auteurs. Tout à l'heure, je parlais du musicien, on peut parler aussi du graphiste, du scénariste aussi, j'ai oublié, aussi du développement logiciel. Donc, question, on identifie chacun de ces acteurs-là et on va identifier finalement plusieurs hypothèses. L'hypothèse du salarié. Vous avez monté votre structure grâce à mes collègues et vous avez employé des salariés. Et alors là, on s'arrête sur cette hypothèse-là. Un salarié développeur de logiciels, par exemple. L'hypothèse du salariat, il faut retenir, et ça c'est de manière générale, et c'est une particularité de notre droit d'auteur français, parce que si on allait voir le droit d'auteur américain ou canadien, on verrait qu'il y a c'est différent. Mais quand un salarié crée une œuvre, son employeur n'a pas les droits sur son œuvre. C'est critiquable, on pourrait le regretter, etc. Peu importe, c'est le droit. Donc autrement dit, vous employez quelqu'un, ce qu'il crée ne vous appartient pas. Il faut vraiment contractualiser la cession de ses droits sur son œuvre. Ça, c'est le principe général. Il y a une seule exception en droit d'auteur, c'est le cas du développement de logiciels. On a vu tout à l'heure que dans un jeu vidéo, évidemment, il y a une dimension logicielle. Donc ça veut dire que si moi, je suis un studio de développement, j'emploie un salarié qui fait du développement informatique, du coup, effectivement, je n'ai pas besoin de récupérer ces droits parce que la loi prévoit justement que ces droits sont automatiquement transférés à l'employeur. Ça, c'est la seule exception. Dans toutes les autres cas de figure, salarié, il faut récupérer les droits sur son travail, notamment le graphiste, notamment le scénariste, etc. Bon, pas tout le temps salarié quand même. Mais si on allait, par exemple, sur le droit américain ou canadien, il est différent parce que justement, au contraire, dans leur droit, c'est l'employeur qui récupère automatiquement les droits. Du coup, c'est vrai qu'ils rencontrent les mêmes problèmes que nous sur la qualification juridique du jeu vidéo. Ils ont les mêmes hésitations collectives de collaboration. Grosso modo, on a les mêmes catégories. Mais donc, on a les mêmes interrogations, sauf qu'eux, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'il y a cette transfert automatique des droits vers l'employeur. En dehors de cette hypothèse, vous pouvez recourir à des tiers, des prestataires, des freelances, d'autres catégories. Et là, le réflexe à avoir, c'est effectivement de récupérer les droits qu'ils peuvent détenir sur les créations que vous leur confiez. Et ça, c'est primordial parce que, en définitive, et c'est dans l'industrie des jeux vidéo, pour avoir quelques clients dans le secteur, je comprends bien, et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, que c'est un peu pénible peut-être de rentrer dans un processus de contractualiser vos relations avec les intervenants. Peut-être, mais c'est ô combien quand même plus sécurisant pour vous de rentrer dans ce process-là, parce que si demain vous exploitez un jeu vidéo sans avoir récupéré les droits sur le jeu vidéo, vous viendrez voir Eric pour organiser la liquidation judiciaire de votre entreprise, parce que ça vous coûtera très cher. Plus cher que créer une entreprise. Hein. Fermer une boîte coûte plus cher que la créer. Ouais.
faut déficeler les choses et c'est plus. Pardonnez-moi d'être sur ce registre un peu alarmiste, mais c'est que finalement, je trouve ça tellement dommage de prendre un risque alors que finalement, vous avez une solution, c'est le contrat. Le contrat pour récupérer les droits du graphiste qui a travaillé, du scénariste qui a travaillé, etc. Et c'est là où je vais en terminer pour laisser à mon tour la parole aux autres, mais c'est que le contrat, il faut pour moi, je le présente souvent comme ça, c'est un instrument de confiance, c'est une chance inouïe finalement de passer un contrat avec quelqu'un, parce que finalement, vous voyez, on est en train de faire cet exercice ensemble, j'essaie de vous transmettre un message, vous essayez de le recevoir, il y a plein de parasites autour de nous, vous pensez peut-être à votre soirée tout à l'heure, vous revenez sur l'atelier, on sent bien que envoyer un message, le recevoir, c'est parfois compliqué. Dans une relation avec quelqu'un, c'est pareil. Tu es graphiste, moi j'ai besoin d'un graphiste, on s'entend bien, on est potes en plus depuis 30 ans, donc on va pas passer un contrat ensemble, on est amis depuis 30 ans, ça sert à quoi? Tu n'as pas confiance en moi? Non, au contraire. Le contrat, c'est le moment finalement où on va pouvoir se poser, fixer un peu les intentions que l'on a l'un et l'autre vis-à-vis du projet, et s'apercevoir peut-être que là, bah non, en fait, moi, je n'avais jamais imaginé que tu allais exploiter commercialement ce qu'on fait ensemble. On le fait juste pour la gloire, en fait. Et alors là, à cette occasion-là, ben, c'est génial. Vous apercevez que ben, vous n'aviez pas les mêmes intentions, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Et donc, en définitive, c'est chouette de s'apercevoir au début que ben, vous allez vous arrêter. Au contraire, c'est chouette de s'apercevoir que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ce que vous avez posé noir sur blanc sur le contrat, c'est bien vos intentions réelles. Donc finalement, rentrer dans ce process de contractualiser vos relations, eh ben, vivez-le comme une occasion de clarifier la relation avec les personnes qui travaillent avec vous. Hier, j'ai raconté une histoire, mais il n'y a que 2 personnes qui étaient là hier, qui rejoignent le droit du travail et le droit d'auteur. Besson, il laisse 3 animateurs qui ont travaillé sur Arthur Lee Nimoy. Il était en rush, je ne sais pas ce qu'il a foutu. Il a dit créez-moi les personnages. Donc il y a certains personnages qui ont été créés par les animateurs, alors qu'eux ils étaient intermittents du spectacle, ils étaient censés animer les personnages et pas les créer. Les mecs, à la fin, ils ont attaqué en justice Besson pour demander leur qualification en droit d'auteur d'une partie de leur travail. Ils ont gagné 17 millions d'euros, plus tout le pognon qui va arriver sur l'exploitation des jeux, des passages télévision, des parts d'attraction et autres. Ils leur auraient fait signer un contrat, en plus de leur contrat d'intermittent du travail, un contrat de cession de droit d'auteur avec un montant, même 50 000 balles, on s'en fout. Ils n'auraient pas été condamnés à ça. Les juges, ils ont dit quoi? On va prendre le chiffre d'affaires du film, les recettes, et puis la moyenne qui se pratique dans le métier. Et puis les 3 mecs, ils ont eu un beau petit chèque. Et c'était des copains de Besson. Sinon, on ne l'aurait pas laissé faire. Dans le studio, allez-y, lâchez-vous, les mecs, faites-moi les personnages. Donc, même si c'est des copains, chez nous, on utilise le mot il faut sécuriser. Moi, je peux rebondir aussi sur ce qu'a dit Bruno. Donc, il y a 2 choses qui, moi, m'intéressent en tant qu'avocat en droit du travail. C'est donc, effectivement pour toutes vos questions de propriété intellectuelle qui concernent à la fois vos prestataires externes, vos partenaires et vos salariés, il faut contractualiser en amont. Donc, avec un salarié, comment est-ce qu'on contractualise? Par le contrat de travail. Donc, dès l'embauche, il y a ce réflexe à avoir également de se dire ah mais attends pour les œuvres, etc. Et ensuite, bon, je rejoins totalement Bruno, moi souvent, notamment pour les entreprises naissantes, en tant qu'avocat, on a un problème de formalisation, etc. Parce que, et on se dit toujours, t'as telle problématique, pourquoi vous n'avez pas passé ça par écrit? Souvent, en fait, les entrepreneurs, on a l'impression que parce qu'ils ont fait un contrat, mis les choses par écrit, ils ont un peu rompu le lien de confiance avec, moi c'est avec le salarié, parce que à la base, l'aventure elle est belle, on marche à la parole, etc. Bon, ça, c'est évidemment des choses, effectivement, tout contractualiser, ça ne remet pas forcément en cause ce lien que vous pouvez avoir finalement de côté, parce que le lien de subordination, on a compris qu'aujourd'hui, c'est plus la hiérarchie comme avant, etc. Bon, la nouvelle génération, tout le monde parle de hiérarchie horizontale, etc. Où on est plus des collaborateurs que des patrons, des salariés. C'est pas parce que vous allez contractualiser toutes les choses et mettre les choses au clair que vous allez rompre ce lien-là. On peut faire une bonne équipe et souvent, justement, les équipes où ça part en volo, c'est justement les équipes où on a dit des choses et on n'a pas contractualisé. Donc là-dessus, je rejoins tout à fait. Moi, je voudrais rebondir au niveau, de manière globale, hein, sur le fait de poser les choses. Moi, j'étais beaucoup dans l'associatif avant, et puis maintenant, j'ai créé ma société. Dans l'associatif, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut être clair dans le statut, il faut être clair avec les gens, etc. Et là,
les statuts d'une association ont un effet différent, c'est qu'en fait, elles vont apporter de la confiance. Parce que tout le monde comprend, tout le monde on explicite les choses, et on dit j'adhère à ça, puisqu'il y a une adhésion au-delà du rapport financier dans une association. Et dans une entreprise, ben, ça permet de clarifier les choses et de lever les problèmes en amont. Moi, j'avais juste une remarque, un truc que je me suis rendu compte dans mon parcours de découverte de ce que c'est qu'en fait, quand on est salarié, gens normaux, etc., étudiants, tout ça, en fait, la loi, on la voit comme un élément binaire. C'est blanc ou c'est noir, on est dedans, on est à côté. Et quand on passe entrepreneur et qu'on commence à nous expliquer un petit peu comment ça marche, le droit d'auteur, le droit du travail, etc., on s'aperçoit qu'en fait, on gère plus des oui-non, on gère des risques. On gère un risque. C'est-à-dire que je me prémunis de ce risque-là en faisant telle démarche, en faisant tel contrat, en faisant tel truc, et je suis sécurisé à 95%. Ou alors, j'estime que le risque, que j'ai pas grand-chose à y perdre et puis ça m'intéresse pas, je sécurise pas ça et je suis à 50% de chance que ça pète. Donc on est beaucoup dans la gestion de risque. Et ça, c'est une notion que j'ai découvert qui était complètement nouvelle pour moi. C'est pour ça qu'on passe pour des rabat-joie, nous. Oui, exactement. Parce qu'on a toujours l'approche par les risques des choses. Et vous positivez à mort, et vous ne voyez pas le danger qui pointe. Non, et aussi, on vous dira jamais faites ci, faites ça. Ce qu'on va vous dire, c'est vous faites ça, tel risque, vous faites ça, tel risque. Anticiper. Voilà. Et ça peut être frustrant pour voir son avocat. Disons qu'il faut changer sa façon de. C'est la différence entre quelqu'un qui conduit une bagnole et quelqu'un qui conduit une moto. Il y a des motards ici? Aucun? Ok. Au permis, on vous dit tout le temps, il faut anticiper. Anticiper la réaction des voitures. La bagnole, tu fonces, hein. Tu roules, t'en fous les autres. Mais la moto, tu anticipes les autres. Ben, dans l'entrepreneuriat, c'est un motard. C'est pas un conducteur de voiture. C'est fragile, il n'y a pas la carrosserie autour. C'est fragile, et moi j'aime bien les métaphores comme ça. C'est fragile, le chemin, on peut un peu circuler comme ça, mais il faut faire attention, on peut se prendre une portière dans la gueule. Ah, c'est filmé ça. Alors, sur ce point-là, j'aimerais juste poser, pas une réflexion métaphysique sur ce qu'est la loi, mais c'est quand même important de comprendre. Je comprends cette envie d'imaginer le droit comme oui, non. Et c'est vrai qu'un client qui vient nous voir, il attend une réponse oui, non. Mais en définitive, pour moi, ce serait quand même. La loi, elle accompagne la société, elle accompagne l'évolution des mœurs, elle accompagne l'évolution des activités. Et là, vous êtes dans une activité, le jeu vidéo, qui est relativement nouvelle, pour ne pas dire très nouvelle, à l'échelle d'une société humaine. Et donc, en définitive, la loi, elle est parfois derrière ces activités nouvelles, ou parfois elle anticipe trop l'activité nouvelle, elle les bride, ces activités nouvelles. Mais la loi, elle est là pour aider, soutenir. Et donc c'est pour ça que finalement, parfois, elle n'apporte pas des réponses satisfaisantes, parce qu'elle a besoin d'évoluer, et qu'il y a un Parlement qui fait évoluer les choses. Du coup, c'est pour moi quelque chose d'assez sain d'avoir un système juridique qui peut évoluer et qui n'est pas dans un monde binaire oui-non, parce que tout à l'heure, ça voudrait dire qu'on serait coincé dans... je ne peux pas traverser la route en dehors des passages cloutés, parce que sinon je vais avoir une amende automatiquement à la maison. Voilà, pour moi, ce monde d'incertitude, d'une certaine manière que tu décrivais, je le vis très positivement comme un système dans lequel je vais pouvoir évoluer et le faire évoluer aussi. J'aime beaucoup l'image du passage piéton. C'est ça en fait, c'est-à-dire que j'ai le droit de passer sur le passage piéton, je peux passer à côté, je prends un risque relatif, ça va, je regarde à droite, à gauche, j'entends rien, bon, je peux le faire. Et à un autre endroit, si je le fais à un autre endroit au mauvais moment ou que je fais pas gaffe, ben, ça va être un vrai problème. Donc on est sur ça. On est sur un moment donné. De toute façon, un entrepreneur va jamais être systématiquement dans le passage piéton. C'est pas possible. C'est juste pas possible. S'il essaye de traverser que les passages piétons, il est mort. Ça veut pas dire qu'il est malhonnête ou tout ça. Hein. C'est vraiment, à un moment donné, on peut pas aborder toutes les questions juridiques. C'est grain de folie qu'il faut. On peut pas tous les avoir abordées, toutes les avoir sécurisées. Donc il faut faire ses choix et les prioriser. Et le but étant de savoir exactement quels sont tous les risques auxquels on s'expose si on ne traverse pas le passage piéton. Parce qu'une fois que vous aurez toutes les cartes en main, en fait, c'est là que vous pourrez décider et de la meilleure façon possible. On évite de le faire les yeux fermés, les oreilles bouchées. Voilà. C'est là on prend un très gros risque, je pense. Alors, est-ce qu'on aborde une dernière question qui est les sous? Ou est-ce qu'on passe directement à la suite? Il est quoi? Faut faire une sorte d'entracte et puis on reprend après, ou ça va pas les tuer? Je sais pas, vous vous sentez comment? Une dernière question, puis on fait une pause? Ok, super. Je sais pas qui c'est qui a envie de parler de sous. C'est moi les sous. C'est toi les sous? Ah bah oui, logique.
se donne de l'argent. Tu voulais parler de l'opération de mécénat que tu lances et que tu offres un certain nombre de milliers d'euros, c'est ça? Tout à fait, ouais, il y a un ticket gagnant dans un Kinder Surprise. Il y avait un chèque de 10 000 euros dans les Kinder Surprise à récupérer il y a 15 jours. Et après, on a des émeutes dans les supermarchés, comme pour communiquer là. Non, mais c'est vrai, il y avait un Kinder Surprise avec un ticket à 10 000 euros dedans dans le. Je sais pas qui l'a vu, j'ai pas vu la suite de l'opération marketing. Donc, financement, et ça part en plus, c'est des questions que je pose quotidiennement. Hier, à la Panacée, bon, il y en a qui sont venus à la Panacée, hier, il y avait. Oui, mais c'est vrai, je te vois partout. Tu dors à la maison ce soir? D'accord, pourquoi pas en plus? Bon, c'est vrai que c'est filmé. Et donc, il vient voir, il me dit voilà, j'ai un problème, j'ai une boîte de jeux vidéo, je voudrais faire venir des investisseurs, mais j'ai pas envie qu'ils rentrent dans le capital de la boîte. Ah, n'est-ce pas, hein? Intéressant comme question. Alors, c'est possible. Comment? C'est possible. Mais oui, c'est possible. Mais lui, il n'a pas percuté. Lui, il s'est dit putain, si je fais venir un investisseur, si je fais venir un investisseur, c'est qu'il va prendre une part de capital de ma boîte. Et du coup, après, le pacte associé, SAS, machin et tout, il doit partir dans un trip de folie, puis y avoir un mec qui est attaché au mollet et qui, pour le lâcher, il va falloir le repayer pour qu'il sorte. Et je lui dis, mais t'as imaginé ce que c'était qu'une coproduction? D'accord? Et ce qu'on peut faire dans l'audiovisuel, dans le jeu vidéo, mais qu'on ne peut pas faire autre part. Enfin, un coproducteur dans un cabinet d'avocat ou un cabinet d'expertise comptable, ça n'existe pas. Mais vous êtes en train de créer des valeurs immatérielles qui est un produit séparé, dont on peut avoir des copropriétaires, mais du patrimoine incorporel de cette œuvre, sans forcément que la personne soit associée au capital de l'entreprise. Il faut en profiter. C'est un moyen de financement. Après, le problème, c'est les moyens de financement. On devait parler du crowdfunding, mais crowdfunding, vous irez voir sur le site Comcom, il y a des livres blancs, il y a des livres blancs sur le crowdfunding, on vous explique tout ça. Il faut faire attention au crowdfunding. On dit le crowdfunding, mais c'est les crowdfunding. Il y a plein de crowdfunding différents. Et c'est pas dans le jeu vidéo qu'on va lever le plus de pognon en crowdfunding. Par contre, ça peut permettre de lancer un ersatz du jeu pour faire un test public avant de le faire évoluer et après de faire autre chose. D'accord? Et c'est pas le vrai gros investissement qu'on aura sur le crowdfunding. L'investisseur, là, s'il veut venir vers une coproduction, il va falloir lui présenter un prévisionnel d'entreprise, un prévisionnel du jeu, faire une évaluation d'entreprise, de son patrimoine, et voilà, on va voir la rentabilité qu'on va avoir, et tout ça, tout. Donc il y a tout un travail en amont à faire, un travail d'habillage, on va dire. Peut-être pas sur 10 ans comme on propose sur ce dossier. Et c'est une boîte qui existe depuis 20 ans, donc je ne sais pas pourquoi on lui demande, c'est un établissement semi-public, et on leur demande de faire un prévisionnel sur 10 ans, alors qu'ils existent depuis 20 ans. Donc c'est de la folie. Mais faire le prévisionnel, faire l'évaluation d'entreprise, et puis après trouver le pourcentage que la personne elle aura. Et là, c'est aussi quelque chose dans la coproduction qui choque des fois les gens, c'est que si la personne elle apporte un certain montant, c'est pas forcément représentatif du pourcentage qu'elle aura. C'est-à-dire que je le vois dans la production du visuel, il y a quelqu'un qui va dire tiens, je vais te prêter mon studio d'enregistrement, mon studio de mixage, je vais te prêter plein de choses. C'est des livres blancs, donc il y en a un sur les slashers, avec toutes les entrées et les sorties en disant je suis intermittent, je suis retraité, je suis fonctionnaire et tout, qu'est-ce qui est possible, pas possible. Et il y en a un sur le crowdfunding qui est là, et sur l'économie sociale et solidaire aussi. Et la personne dit voilà, moi j'ai prêté le coût du jeu, on va prendre des petits chiffres, on ne va pas vous piquer les yeux, c'est 100 000 euros. Puis quelqu'un me dit bah, moi je te prête en nature plein de matos pour réaliser ton jeu, et ça a une valeur de 80 000 euros. Mais vous lui donnez que 50% de la part de coprod. C'est possible. Tout ça, c'est contractuel. Tous les jours, j'ai une collaboratrice qui me dit je comprends pas, j'ai un contrat à 50-50 et pourtant le mec il a mis 20 000 euros alors que le total c'est 100 000 euros. Je dis s'il a négocié 50% avec que 20 000 sur les 100 000, tant mieux pour lui. Hein. Donc distorsion toujours entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir de propriété. Et ça, c'est super dans la coprod, on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord? Ça, c'était par rapport au pognon. Pacte d'actionnaires, vraiment, vraiment, vraiment important. T'as déjà trouvé ton investisseur? Ou tu cherches? Non, c'est secret. On en a un premier et on en cherche d'autres. Donc, pacte d'actionnaire. Non, mais c'est pour dire. Oui, il y aura un pacte d'actionnaire. Pacte d'actionnaire, impératif. On va donner des règles de conduite. Parce que les statuts ne sont pas suffisants par rapport à ça. Règles de conduite en disant tu viens, tu pars. Et c'est surtout, ça sécurise par rapport aux autres investisseurs qui viendront par la suite. Parce que le mec, il ne voudrait pas se sentir un peu floué par rapport à des petites faveurs qu'on pourrait faire au suivant. Coproduction, participation. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au pognon. Et le crowdfunding, voilà, attention au crowdfunding. Il y a plein de plateformes, il y a un peu des plateformes pas fiables, il y a des plateformes plus sérieuses. Et puis, il y avait d'ailleurs une plateforme dédiée aux jeux vidéo et qui s'est fermée. Étrange, hein. Donc maintenant, il faut se rabattre sur les gros du secteur comme Ulule, ProArty, KissKissBankBank ou autres. À moins que tu connaisses une autre plateforme qui... Il y a FI qui est spécialisé jeux vidéo, voilà. côté américain. À la fin, là, je fais dans le livre blanc, il y a un annuaire des plateformes par thématique. Alors, de temps en temps, je le remets à jour parce qu'il y a du grabuge, hein, ça meurt. Là, il y a tout ce coprod qui vient de fusionner avec ProArty.
Puis entre-temps, il y en a d'autres qui ferment définitivement. KissKissBankBank a été racheté par la Poste. Et puis, oui, c'est vrai, hein, KissKissBankBank a été racheté par la Poste. Bon, après, c'est dû à des circonstances, c'est que Ricordo, qui est un des cofondateurs, était au Bataclan pendant les attentats et il a très très mal supporté cette vie parisienne et il est parti vivre dans la région. C'est quoi ce site là, Fil.co? C'est Fig.co, c'est fait par des anciens de. Comment ça s'appelle ceux qu'on fait. Bref, c'est des anciens du jeu vidéo qui ont fait Obsidian et compagnie qui ont monté Obsidian. Donc c'est une plateforme de crowdfunding? Ouais, c'est une plateforme de crowdfunding et de recherche d'investisseurs, parce que si tu es un investisseur, tu peux décider d'investir sur des jeux qui sont proposés ou d'investir après classiquement, enfin faire du crowdfunding graphique. Mais ça se prépare une opération comme ça? Ça se prépare, il faut avoir préparé financièrement les opérations. Ouais, il y a du passage. Il y a eu des gros jeux. Hein. Si tu regardes dans les jeux qu'ils ont édités, il y a eu Pillar of Eternity 2, donc le jeu de Obsidian. Il y a dont je ne retrouve plus le nom aussi qui sont passés. Après, on est dans l'opération crowdfunding et de la. Double Fine. Il y a In Exile qui est passé avec Westland 3. C'est des grosses campagnes. Hein, et sur Psychonauts 2, par exemple. Il en est dans la coprod ou de la prise de participation, parce qu'on n'est pas dans du crowdfunding, dont sans contrepartie ou avec contrepartie un jeu. Ça dépend des seuils d'investissement. Ouais. Il y a des parce différents que seuils d'investissement. Vu les montants, on n'est pas sur des trucs classiques de crowdfunding, genre je donne 10 € et je. En fait, il y a ça, et il y a aussi la partie investisseur qui se passe beaucoup plus en coulisses, mais qui le site propose de mettre en avant. Il y a un onglet sur ça. Et c'est pareil, il y a 60% des opérations de crowdfunding qui sont abandonnées avant la fin et sans résultat, parce que les gens qui se lancent sur le crowdfunding, ils n'ont pas un réseau suffisant de followers sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas bien marketé leur offre et tout, et ils se lancent en disant tiens c'est super, je vais me mettre sur un truc de crowdfunding, c'est facile et tout, et ça marche pas, ils sont dégommés, c'est-à-dire qu'ils lèvent 2000 € sur 11 000 €, j'ai un mec là, il vient de faire une campagne, il n'a même pas 2000 copains sur les réseaux sociaux, donc qu'est-ce qu'il peut faire avec cette campagne? Il voulait 20 000 €, il a eu 2800 €, donc la campagne est annulée, c'est remboursé, il ne peut pas faire son projet. Alors il y a des projets qui aboutissent, hein, mais ça se prépare, on fonce pas comme ça dedans en disant tiens il y a des plateformes, j'y vais. Même si ça peut paraître intéressant vu des gros jeux, il faut quand même bien se renseigner sur les conditions. Je crois sur les conditions d'investisseur, c'est pas tout à fait. Vous êtes plus exclusivement propriétaire de l'IP, l'investisseur peut. Ça fait partie des clauses. Il n'y a pas forcément cette clause-là, mais ça peut. C'était très très dur. Hein. Dans mon livre blanc, dans l'annuaire de la fin, j'ai pas voulu faire un annuaire de leur plateforme classique, j'ai voulu faire un annuaire financier, c'est-à-dire combien elles prennent de commission, pardon. Est-ce qu'elles font payer des prestations supplémentaires ou autres et tout. Et là, j'ai galéré pour trouver les chiffres, hein, parce que c'est assez secret, hein, c'est de gré à gré. Hein. Ça se négocie en plus. Mais c'est censé être dans les conditions générales, hein. On est d'accord? Vous irez chercher sur toutes les plateformes de crowdfunding pour les trouver Tintin. Hein. Et dites-moi, le seul endroit où vous avez des infos ou pas Sur les SEO avec le levée de fonds par crypto-monnaie. Voilà. Ah. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, j'ai même vu une nouvelle plateforme qui vient de se lever, qui fait une plateforme, c'est du crowdfunding redevance, c'est-à-dire que les gens donnent des sous et la contrepartie qu'ils auront sont un pourcentage du chiffre d'affaires. Et c'est non plus du don, c'est du don en redevance proportionnelle. C'est un truc de fou. J'ai oublié le nom de la plateforme qui vient de se créer, qui fait ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, là, on a des plateformes qui se créent avec des investissements en monnaie virtuelle, enfin, on appelle ça en monnaie virtuelle, hein, Bitcoin et autres. Hein. Non, il n'y a pas que les bitcoins, parce qu'il y a plein de monnaies comme ça virtuelles. Enfin, nous, experts comptables, on nous dit qu'on ne conseille pas aucun là-dedans, c'est extrêmement volatile, c'est extrêmement dangereux. Voilà, là, dernièrement, c'est pas les bitcoins, une autre monnaie, elle est passée de. Tu mettais 700 €, tu avais 7000 €, la semaine d'après, tu avais 900 €. Et voilà, donc c'est très très dangereux de faire des levées de fonds avec ça. Mais et d'ailleurs, j'ai vu là, il y avait 20% des crypto-monnaies mondiales qui avaient disparu. Ah, mais c'est pas étonnant, je crache. Tu viens d'Afrique à retirer dans 20% de compte, la monnaie disparaît. 20% de la crypto-monnaie qui disparaît à travers le monde. Donc faire de l'investissement là-dedans, je pense que c'est méga risqué. Hein. Ouais, si on s'y connaît un peu, non, ça va. Enfin, sur les grosses monnaies, c'est quand même relativement stable. Enfin, c'est volatile, mais c'est stable. Après, nous, on est modifié génétiquement, si tu veux. On a peur de tout ça. D'ailleurs, une fois, dans un magazine, il y avait un gros, genre, tu sais, un gros du jeu vidéo et tout ça, et qui avait dit surtout ne laissez jamais créer ou diriger une boîte par un expert comptable. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire, on ne prend aucun risque. On va le mettre partout, mais je pense que les avocats sont pareils.
Après, le fait, C'est positif, hein. je fais une digression, mais les crypto-monnaies, il y en a beaucoup qui sont sur une logique de pump and dump, c'est-à-dire de faire venir des gens, de faire monter artificiellement au début pour attirer, pour lancer la pompe, laisser d'autres personnes suivre, et puis se barrer à ce moment-là en ayant gagné de l'argent, et donc virtuellement en n'ayant rien. Voilà. En face, ouais. C'est vrai en tout cas, c'est l'appel par la foule. Ouais, alors moi j'ai vu Pump and Dump, le nom anglais, je connais pas le nom français. En tout cas, ça existe. Parce que c'est pour en gros, c'est des groupes d'achat qui achètent et qui font monter de la monnaie. Et du coup, le prix monte. Après, quand les gens arrêtent d'acheter, il y en a forcément qui suivent, donc ils se retrouvent à un prix haut. Et dès que le prix est haut, tout le monde revend, donc la monnaie elle crache. Voilà. Mais t'as fait un effet de pompe, t'as attiré les gens, t'as attiré les gens. En bourse classique, c'est complètement interdit cette pratique. Bien sûr. Ouais, bah alors, crypto-monnaie. Ouais, mais les crypto-monnaies ne sont pas sur les plateformes de bourse classiques, c'est pour ça. Voilà. C'est des trucs qui ne sont pas réglementés. Après, c'est comme tout, c'est tout nouveau, mais un jour ça va être légiféré et puis ils vont les calmer. Hein. Le crowdfunding crowdfunding au début c'était un peu la fête quand même, puis après ils ont commencé à faire des lois, à structurer. Ils ont commencé à en parler au G20, donc ça va être. Ils vont légiférer, ça me paraît évident. On ne peut pas laisser faire partir du pognon dans tous les sens. Et puis en plus, souvent ça sert derrière, parce que tu dis qu'il y a des choses qui disparaissent, ça peut servir à du trafic d'argent, trafic de drogue, à toutes ces opérations internationales qui sont un peu douteuses. Il n'y a pas besoin de crypto pour. Non, mais ça fait, c'est pas que ça, hein, c'est un des éléments. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2018, les experts comptables sont contraints d'écrire une note à l'administration fiscale de tous les montages fiscaux originaux qu'on fait pour nos clients. Donc les conseillers, les avocats, les experts comptables. Je ne sais pas s'il est passé ou pas le texte, mais on n'en a pas dans nos professions. C'est-à-dire que moi, si je conseille à un client un montage superbe qui est légal, mais qui fait appel à des lacunes dans la loi et qui permet au client de récupérer du pognon autrement et d'échapper à de la fiscalité, je dois écrire une note et je dois l'envoyer aux impôts. Voilà. Enfin, je retourne chez le coiffeur. Il n'y a pas une déontologie chez De plus en plus, on nous demande de faire de la délation. Tracfin, c'est ça. C'est-à-dire que moi, dès que je vois un dossier avec un client qui me dit tiens, j'ai monté une filiale à Malte et puis maintenant on va faire monter le pognon là-bas et ça tout, je dois donner l'indication à Tracfin et après Tracfin fait l'enquête et se débrouille. Les banques aussi ont des avocats, structures de délation, des structures de comptes marqués. J'ai travaillé sur les programmes derrière de gestion. Les banques, elles ont une case qui peut être cochée qui dit lui il est sous surveillance. Ce client-là, il est sous surveillance. Mais non, moi j'ai une boîte de production algérienne qui travaille avec Al Jazeera. Donc, tout honnête, le problème c'est que dès qu'il y a des mouvements d'argent qui viennent, qu'on sait que c'est l'Algérie et tout, en plus l'Algérie, la monnaie n'est pas convertible, c'est extrêmement compliqué de faire rentrer et de sortir du pognon de compagnie. Et ben là ça coûte Tracfin. Et là j'ai un de mes clients qui a une salle de spectacle, il fait sa salle de spectacle, c'est que des spectacles orientaux. Et il fait venir des troupes étrangères, et donc il y a des paiements de sociétés là-bas et tout. Il fait des virements et tout le temps Tracfin. Donc il n'est pas emmerdé parce qu'il a la matérialité du fait derrière. Ça, c'est un terme que les avocats connaissent. La matérialité, c'est de prouver qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière et que c'est pas du pipeau. C'est pas du mouvement d'argent sans qu'il y ait une opération derrière. Donc il montre qu'il y a eu un spectacle, qu'il y a des gens qui ont été rémunérés, qu'il y a un contrat et tout. Donc il n'est pas emmerdé. Mais il faut qu'il se justifie tout le temps. Et là, le monsieur d'hier qui me demande là, pour faire sa boîte de animation 3D et tout, il me parle de Chine, de Malte et d'Irlande. C'est évident qu'il va se faire dégommer dès le départ. S'il ne sécurise pas les choses, si son idée c'est que pour papier d'impôt, il va se faire dégommer. On pourra revenir sur les questions financières. Il y a d'autres moyens de financement. Enfin, il y a plein de. On n'a pas évoqué beaucoup de moyens de financement. Il y a les crédits d'impôt et autres. Ouais, il y a les crédits d'impôt et autres. Éventuellement, dans la partie questions, après qu'on ait vu les pitchs, je vous propose une petite pause de 5 minutes. Et puis comme ça, les pitchers vont se chauffer.